Bonjour messieurs, dames, bonjour Trésor. Salut à tous. Bienvenue sur Pump où aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Debunk on va bosser sur le contenu de quelqu'un qui a sa visibilité. Bon, là en l'occurrence on s'attaque à un plus gros morceau, vous l'avez vu dans le titre. On va réagir à du contenu de Théo Le Guerrier. Et on va voir ensemble ce qu'on peut dire de cette vidéo là parce que les Body, ils ont une approche de la nutrition qui est particulière nécessairement, vu qu'ils ont des objectifs, je pense que on retrouve nulle part ailleurs, donc ça peut justifier des moyens qui sont un peu différents, et c'est intéressant à essayer de creuser. Donc on va voir aujourd'hui ensemble ce qu'on peut retirer de cette vidéo-là. On est reparti pour une toute nouvelle vidéo, la prépa avance, le régime évolue, il était temps donc pour nous de vous présenter un petit peu un nouveau Day of Eating. J'ai commencé ma préparation matinale, comme d'habitude, avec mon shaker. La première chose que je fais au lever déjà, c'est de boire de l'eau. C'est le plus important. Là-dedans, je vais pouvoir aller mettre tous les compléments essentiels et avec de l'eau, ça me permet de m'hydrater et d'avoir tout ce qu'il me faut avant de passer un petit peu au petit déjeuner. D'habitude, je prépare tout la veille, comme ça je gagne quand même pas mal de temps. Là, évidemment, pour la vidéo, il fallait tout vous montrer, donc on va partir comme ça. Tous les matins, dans le petit shaker, de la glutamine micro pure. Celle-ci, elle est très marquée chez le Tsunami. Hop, on met une bonne scoop. Bon, j'avoue, j'abuse un peu sur les scoops. C'est plutôt des grosses scoops et demie. Là, on a le green, qui est un complément avec plein de vitamines, mais issu en fait des fruits et des légumes. Ça permet d'avoir toutes les vitamines, tous les minéraux et aussi les fibres. Donc ça, c'est un super complément. L'article pur, ça, c'est du collagène. Là, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui se complémentent en collagène. C'est très bien. Là-dedans, on a du collagène, de l'acide hyaluronique, du MSN. Des fois, vous pouvez acheter du collagène, mais il n'y a pas forcément tout dedans. Je vous laisserai le découvrir sur le site, celui-ci, si vous voulez. Pareil, labellisé Fortigel, etc. Ça vous permettra vraiment de prendre soin des tendons, des articulations. Là où la protéine, en fait, vous donne un petit peu à manger pour les muscles, là, en fait, ça vous donne à manger justement pour les tendons. Donc, c'est... Bon, on va essayer de pas faire des pauses toutes les 2 secondes, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire déjà. On va essayer de pas d'être exhaustif, mais en tout cas de mettre l'accent sur les choses les plus importantes. Déjà, dès le réveil, il boit de l'eau. Et j'avoue que c'est quelque chose que je recommande ou que j'essaie de mettre en place chez les gens, parce qu'effectivement, si on ne se réveille pas la nuit pour aller boire, ça fait quand même une longue période sans s'hydrater, donc pour ça c'est intéressant. Alors lui il explique qu'il le fait surtout pour prendre tous ses compléments. Donc vous voyez à la vidéo qu'il y a effectivement beaucoup de choses. Vous voyez sur son plan de cuisine qu'il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de gélules, beaucoup de poudre, et que effectivement ça fait une belle routine. Qu'est-ce que tu penses du fait de prendre autant de choses au réveil ? C'est pas forcément la problématique de prendre autant de choses, c'est plus ce qu'il prend, l'efficacité ou non de prendre ces choses-là. Encore une fois, c'est toujours un contexte global à analyser, donc est-ce que c'est nécessaire là dans son cadre alimentaire ? C'est compliqué de le savoir. Après, on peut parler parfois aussi d'inhibition de certains éléments par rapport à d'autres, mais ça reste assez mineur. Donc voilà, ça pourrait être potentiellement aussi une des raisons qui pourrait peut-être aussi être utile d'espacer un petit peu la prise de compléments. Mais sinon, autant de choses, je pense pas que ce soit très utile. Ouais, alors si on essaie de revoir dans l'ordre tout ce qu'il a pris, il me semble qu'il commence par la glutamine. Alors la glutamine, on peut essayer d'en parler brièvement. Je sais pas dans quel objectif lui en prend. J'avoue que chez les Body, ils prennent énormément de choses. Et comme tu as dit, des fois ça se fait un peu concurrence, donc c'est un peu dommage. Mais des fois c'est une histoire d'inflammation des intestins. J'avoue que je suis pas sûr de ces effets-là. Moi, j'ai essayé de creuser un petit peu la question. Il y a effectivement un turnover qui est un turnover de la glutamine dans le métabolisme qui est augmenté dans certains cas de figure. De mémoire, le meilleur exemple, c'est les cas de cicatrisation ou de brûlure. Là, effectivement, il y a un besoin en glutamine qui serait supérieur. Je sais pas si tu as d'autres données par rapport à ça. Sinon, j'avoue que moi, la glutamine, à part chez certaines personnes d'un point de vue digestif où il rapporte avoir des effets, mais j'avoue que moi je le recommande pas pour autant. Je sais pas trop à quoi ça sert.
Bah ouais, non, en vrai, dans la majorité des cas, ça va être surtout pour ce qu'ils appellent la perméabilité intestinale. Donc c'est juste la facilitation justement pour l'assimilation des nutriments. Donc on espère justement une meilleure assimilation. Il y a parfois des personnes qui espèrent aussi peut-être moins de ballonnement et du coup une meilleure digestion tout simplement. Sur les données assez robustes qu'on a eues, il y a pas forcément, il y a eu 2 études qui ont été faites. Sur la perméabilité intestinale, il n'y a pas d'effet significatif, donc c'est pas forcément très utile. Sur l'inflammation, il y a quelques pourcentages assez positifs, mais ça reste très faible. Donc j'aurais pas tendance à le conseiller, d'autant plus que c'est un acide aminé qui n'est pas essentiel, donc qu'on synthétise normalement et facilement, naturellement. Et il y a très peu de cas de carence en glutamine. Donc c'est pas forcément quelque chose de très utile. Donc moi j'aurais tendance à vous conseiller peut-être d'économiser un petit peu l'argent. Mais voilà. Ouais, moi, voilà, du coup, pour la glutamine, après, il me semble qu'il parle de vitamines et minéraux provenant de fruits. Alors, on ne connaît pas tous les produits qu'ils consomment. On n'a pas checké toute la fiche produit de tous ces compléments. Encore une fois, moi, je reste sur cet avis-là, même si effectivement, il y a des résultats encourageants, mais le fait de prendre des multivitamines ou des choses comme ça, des complexes qui regroupent un petit peu tout, ça peut être une solution vue comme pratique, mais dans la mesure où certains minéraux, certaines vitamines se font concurrence au moment de l'absorption, c'est pas, à mon sens, c'est pas le plus optimum. Donc lui, il met en avant que c'est des choses prélevées de fruits et légumes. Alors, l'argument semble intéressant, effectivement. On se dit, putain, c'est-à-dire que c'est peut-être de meilleure qualité ou qu'il y a une meilleure assimilation. En l'occurrence, j'en suis pas sûr. Et je suis pas sûr qu'il faille produire des compléments à partir uniquement des fruits et légumes pour avoir les meilleurs compléments possibles. Encore une fois, ça se fait au cas par cas. Je sais pas si niveau absorption, niveau même résultat sur son bilan sanguin, si jamais il en fait un, il y a une différence significative avec ou sans la prise de ce complément-là. Mais c'est les choses que j'aime bien rapporter par rapport aux multivitamines. Je sais pas si toi, tu as d'autres données à partager. Non, pas du tout. D'autant plus là, c'est compliqué parce qu'il dit green, complexe de vitamines, on ne sait pas trop ce qui la compose. Donc c'est assez compliqué d'analyser ça. Mais ouais. Je pense pas que ce soit forcément le plus optimal. D'autant plus que bon, dans la vidéo, après, je sais pas trop, mais ça a l'air d'être quelqu'un quand même d'avoir quand même un équilibre assez important et une diversité assez importante. De ce que j'ai vu, en tout cas, je sais pas vraiment tous les jours, hein, mais je pense pas que ce soit vraiment le plus utile pour lui. Mais bon. Ensuite, il parle d'un complexe articulaire. Je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, chaque marque a le sien. Qu'est-ce que tu peux en dire? Là, il me semble qu'il y a collagène, MSM, méthylsulfonyl méthane et j'ai oublié le troisième composé du produit. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Bah déjà, c'est compliqué parce que le collagène, on a tendance à toujours dire oui, je prends du collagène, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a 28 sortes, même il y en a même plus, on remarque. Et c'est vrai que les différentes sortes et les différents types vont être, entre guillemets, un petit peu répartis de manière assez inégale au niveau du corps humain. Donc c'est vrai qu'il y a par exemple du type 1 qui va être majoritairement au niveau de la peau, des ongles, du type 2 par exemple, plus au niveau du cartilage, du type 3 qui va être majoritairement au niveau des ligaments, pardon. Donc c'est vrai que déjà il faudrait peut-être analyser aussi le type de collagène, parce que là c'est vrai qu'il parle de pour la santé articulaire, bah, dans ce cas-là il faudrait peut-être déterminer le type. Et ensuite, de ce que l'on a actuellement à disposition, en fait les études qui ont entre guillemets vendu les bénéfices du collagène soit n'avaient pas forcément de groupe contrôle, donc c'était assez compliqué de déterminer l'effet réel parce que tout simplement comment est-ce qu'on peut savoir que, par exemple, ça peut être uniquement l'effet propre au collagène? Parce qu'il y avait une étude qui avait comparé justement chez, je crois, des footballeuses, l'apport en collagène et le non-apport en collagène, mais on se rendait compte à la fin de l'étude que finalement l'apport en protéines était plus important dans le deuxième groupe. Donc il y avait eu justement des bénéfices au niveau tissu conjonctif,
Mais est-ce que c'était propre au collagène ou est-ce que c'était propre à l'apport protéique ? Encore une fois, c'est compliqué parce que c'est toujours une question finalement d'assimilation de peptides. Et il faut savoir que soit pour les protéines ou pour le collagène, ça va être toujours entre guillemets découpé par nos enzymes qui vont essayer justement de répartir dans de plus petits composés pour mieux les absorber et les assimiler. Et on se rend compte que finalement, ça revient un petit peu au même que de prendre des protéines. Donc, il n'y a pas forcément d'utilité. Après, c'est vrai que ça reste encore en suspens. On attend quand même des résultats encore plus probants. Mais pour l'instant, on ne peut pas affirmer que le collagène permet justement une meilleure santé articulaire. Il y a parfois aussi des gens qui peuvent peut-être vanter aussi les effets de la glycine et de la vitamine C, parce que justement la glycine est un composé majeur du collagène. Donc on espère à travers justement la prise de glycine avoir d'autant plus de collagène. C'est pas aussi simple que ça et c'est pas aussi avéré, donc il faut à chaque fois prendre tout ça avec des pincettes. Donc j'aurais tendance à ne pas forcément le conseiller dans ce cadre-là. Ouais, et puis bon, du coup, pour rentrer dans l'histoire du complexe, pareil, vu que c'est des complexes qui sont réalisés par les marques et que d'un point de vue scientifique, nous on essaie d'étudier les choses de manière isolée, je ne sais pas si on arrive à avoir du recul ou en tout cas des données rigoureuses, de bonne qualité, fiables, vraiment solides sur les effets de ces produits-là. Parce que du coup, souvent, c'est des études qui sont commandées par les marques directement, donc ça peut présenter un intérêt, c'est pas forcément négatif, mais ça demande un petit peu plus de rigueur et d'attention au moment de l'étude des résultats de ces études-là. Donc dans l'ensemble, ça doit pas être un produit de première intention, parce qu'encore une fois, là, vu tout ce qu'il prend, lui, il est sponsor, donc j'imagine qu'il est sponsor et que beaucoup de choses lui sont envoyées, mais ça fait quand même un budget de complément qui est énorme. Et pour le commun des mortels qui n'a pas forcément le budget pour, je pense qu'il y a plus d'intérêt à investir dans son plan alimentaire pour diversifier, varier, manger des choses qui nous font plaisir et qui ne sont pas forcément accessibles, plutôt que d'acheter toutes ces choses-là. T'es d'accord avec ça ? Ouais. Ça va être long de fou. On a fait 1 minute 40 de vidéo, il y a énormément de choses à dire. Insuline pure, lui on en a déjà parlé, c'est pour réguler votre taux en fait de sucre dans le sang. Donc dedans on a de la berbérine, etc. D'habitude on a du chrome. Ça, faut qu'on s'arrête dessus vite fait parce qu'il y a beaucoup de buddies qui le prennent. La berbérine. La fameuse berbérine. J'ai pas recreusé la question récemment, mais la dernière fois que je m'y suis intéressé, je m'étais arrêté au fait que les résultats associés aux effets de la berbérine n'étaient observés que chez les patients diabétiques. Ouais. T'as des données plus récentes ? Non, que dans le cadre du diabète, mais sinon, malheureusement, bullshit. Voilà, donc ça paraît, gardez vos sous. Mais encore une fois, nous, notre contenu se veut le plus descriptif possible, donc on essaie de vous rapporter des faits et après vous faites votre propre avis. Si vous voulez mettre des sous dans la berbérine parce que vous considérez qu'il y a une piste à explorer, que potentiellement vous pouvez avoir des effets, grand bien vous fasse, allez-y et limite faites-nous un retour par rapport à ça. Nous actuellement du coup on n'a pas les données suffisantes pour le recommander, donc on va se contenter de ne pas le recommander. Après dire que c'est bullshit. Non, mais parce que le problème c'est qu'il le vend justement comme tu l'as parlé pour la régulation de la glycémie, mais faut-il encore qu'il y ait un problème justement au niveau de la glycémie, ce qui n'est pas forcément le cas, et c'est pour ça qu'on vend justement les effets dans le cadre d'un patient diabétique, parce que justement là il y a une problématique au niveau justement de l'insuline et de la glycémie, donc c'est différent. Pro 70 pur, c'est simplement des probiotiques. Donc les probiotiques c'est quand même essentiel pour le bien-être de votre flore intestinale, et puis tout simplement ça va vous aider aussi après de mieux assimiler tout ce que vous mangez, etc. Donc voilà. Ça pareil, les probiotiques brièvement, si jamais il en reparle après, on ne s'arrêtera pas dessus, mais les probiotiques c'est effectivement ultra important et ultra intéressant. Il y a pas mal de données sur différentes souches et c'est tout le problème, c'est qu'en fait on associe des effets à des souches en particulier, donc prendre des probiotiques au hasard c'est un petit peu plus compliqué. Mais grossièrement, si vous voulez ce qu'il faut en termes de prébiotiques, probiotiques et même en termes de santé intestinale, la clé c'est les fibres et surtout les fibres variées. Donc plutôt que de prendre ce genre de trucs, ce qu'on peut voir comme recommandation et ce que j'aime bien répéter maintenant, c'est les fameuses 30 sources de fibres différentes par semaine qui sont prônées par The Brain Gut Scientist sur Instagram. J'ai oublié son nom. C'est une doctorante en biologie, il me semble, qui s'est intéressée du coup à ces problématiques-là.
Donc si sur une semaine, vous avez 30 sources de fibres différentes, c'est un objectif et certaines personnes l'atteignent. En termes de santé du microbiote, c'est optimum, on va dire. Donc pour rappel, les fibres, c'est pas seulement fruits et légumes, vous pouvez aussi les chercher dans les légumineuses et les céréales. Ça peut vous aider, il me semble que je l'ai oléagineux aussi, peut-être. Ça peut vous aider aussi à diversifier. Et chaque produit différent a un intérêt. Donc la clé, si on revient à des principes de base que vous allez entendre dans des conférences les plus simples sur la nutrition, c'est diversifier votre alimentation avant de chercher à prendre des compléments comme ça. Vous prenez soin aussi, vous donnez aussi à manger un petit peu à tout votre microbiote et ça permet qu'il soit beaucoup plus en forme. Ouais. Les oméga 3, c'est pareil, IFOS, donc c'est des oméga 3 qui sont aussi labellisés. Moi je les garde au frigo, là je les ai pas mis au frigo mais je les garde au frigo, tout simplement parce qu'en fait ça va permettre de moins s'oxyder, donc ça c'est parfait. Vitamine D 3K2, donc pareil pour un peu l'énergie du métabolisme. Bon là sur la fin il parle oméga 3 vitamine D. Bon, ça pour le coup il y a moins de choses à dire parce qu'effectivement globalement même si on vous recommande toujours de bosser sur la base d'un bilan sanguin, c'est quand même des choses qu'on recommande souvent et que dont les gens ont souvent besoin. Ça et le magnésium. Donc ok, plutôt ok. Et il dit des choses tout à fait sensées par rapport à ça. Enfin en tout cas moi j'ai rien à dire, la manière dont il le consomme, dont il le choisit, dont il le conserve aussi. C'est très bien, c'est très bonne donnée. Consommation d'eau, je suis en ce moment à 5-6 litres par jour. En plus quand il fait chaud ça peut monter un peu plus. Mais bon c'est hyper... Il y en a ils se disent ouais c'est beaucoup mais pour tout ce que je mange, le poids que je fais, etc. Et surtout que là le rapport du poids avec le muscle est quand même assez élevé, c'est hyper important. Si vous voulez pas faire de crampes ni quoi que ce soit, il y a aussi avoir une bonne congestion et des bonnes contractions musculaires. À la salle il faut absolument de l'eau et les bons sels minéraux. Donc quand il fait chaud et que vous transpirez, si vous sentez que vous congestionnez pas, machin et tout à la salle, c'est possible. C'est qu'il faut que vous augmentiez aussi votre consommation d'eau et très certainement aussi de sel. Le bon saumon. Bon, du coup, désolé, on va pas faire toute la vidéo, mais on le laisse parler juste brièvement pour revenir sur l'hydratation. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le fait que la consommation d'eau est proportionnelle à la consommation au volume alimentaire, en fait. Ça dépend en soi, parce que je dirais que c'est pas forcément dépendant uniquement du volume alimentaire. Ça dépend comme on l'avait déjà dit, de la sudation, de la dépense physique, énergétique, de la température, de l'altitude, de l'intensité de travail. Donc en fait, c'est vraiment multifactoriel. Donc bien sûr que avec une consommation plus importante, notamment de glucides, parce qu'on sait que 1 gramme de glucides, ça va être stocké avec 3 grammes d'eau. Donc c'est toutes des valeurs qui vont du coup augmenter aussi l'apport en eau, même à travers les fruits et légumes aussi. Donc c'est tout à fait normal, et même avec cette masse musculaire aussi, ça demande aussi un apport hydrique assez important. Donc c'est pas illogique. Après, pour les raisons pour lesquelles il les a mentionnées, je pense pas. La congestion, on en a parlé la semaine dernière. Encore une fois, je pense que c'est relié à cette confusion entre volume sanguin, parce que moins il y a d'eau, plus il va y avoir justement une diminution du volume sanguin et derrière du volume d'éjection systolique. Mais c'est des choses auxquelles on a parlé, du coup potentiellement d'un apport sanguin au niveau périphérique et local qui va être moindre. Donc on peut avoir l'impression de conclure directement que ça va limiter la congestion, mais ce n'est pas les mécanismes que l'on retrouve. Et puis après, sinon sur les séances qu'il a pu mentionner, je pense, en tout cas on ne l'a pas vu s'entraîner, mais je pense qu'il a quand même une bonne intensité. Donc c'est assez cohérent de retrouver des apports hydriques aussi importants. Et après, pour les sels minéraux, on en avait parlé aussi, mais c'est encore une fois dépendant des facteurs que j'ai mentionnés juste avant. Mais pour rappeler un petit peu un ordre d'idée, à partir de 90 minutes, des efforts de longue durée, donc au-delà de 90 minutes, ça commence à être intéressant de soit rajouter un petit peu de glucides et un petit peu de sel aussi. Mais encore une fois, voilà, ça dépend de votre transpiration. Donc s'il y a une hypersudation, ça peut être variable et vous pouvez peut-être en rajouter un petit peu avant. Donc ce sera dépendant de tout ça. Mais voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Il y a pas mal d'aliments, évidemment que par rapport aux autres fois, je mange plus. Notamment les pâtes. Alors les pâtes, c'était pas tout simplement parce que c'était des pâtes,
Parce que on m'avait pas mal réduit les quantités. Si le soir j'ai pas 70 grammes en fait de pâte à manger, ça fait rien cuit. Alors que 70 grammes de riz déjà c'était un peu plus conséquent. Donc déjà j'ai changé par rapport à ça. Et effectivement sur la fin de la préparation, de toute façon en général j'enlève quand même le gluten. C'est vraiment par acquis de conscience on va dire. Si j'ai pas un terrain inflammatoire ça va. La viande rouge j'en mange pas non plus, j'en mange plus. Pareil c'est assez inflammatoire la viande rouge. Qu'est-ce que je mange plus non plus? En vrai, comme je mange bien toute l'année, ça va. Là, juste qu'on n'a pas repris ce que j'avais déjà, j'ai tout ce qui est genre des oignons rouges, des petites tomates cerises, j'ai 100 grammes le soir que je mets. Bon, pour la partie inflammatoire, on peut essayer d'en reparler brièvement, hein, même si on a fait un épisode dessus. Précisément, le gluten, est-ce qu'il faut le supprimer? Voilà. Pathologie, c'est un peu comme le lactose, hein, c'est des choses auxquelles maintenant, c'est assez tendance. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde est intolérant, mais il faut vraiment remettre du contexte. On remarque que ces intolérances-là, elles concernent vraiment une très faible partie de la population. Et si vous êtes dans un cadre, par exemple, de maladie cœliaque, oui, dans ce cas-là, ça doit être pris en charge. Donc là, c'est différent. Mais il faut essayer non plus de ne pas directement mettre un lien de causalité lorsque, par exemple, on a une sensation de ballonnement ou de digestion un petit peu plus compliquée avec « Ok, j'ai mangé du gluten, donc c'est forcément cette cause-là ». C'est toujours un ensemble, c'est compliqué de l'isoler, il faudrait essayer de répartir différemment sur les différentes semaines, à chaque fois différents aliments, donc c'est assez complexe, mais je pense que la majorité des gens surestiment cette pathologie et ont tendance justement à fausser un petit peu les sensations, donc je pense pas que ce soit le cas pour lui. Et puis pour la partie viande rouge, voilà, on peut que acquiescer, effectivement, limiter sa consommation de viande rouge, ça a quand même des intérêts d'un point de vue santé. Niveau inflammatoire aussi, quand on étudie effectivement les quelques marqueurs de l'inflammation qui peuvent être augmentés à la suite de la consommation de viande rouge. Donc sur ça, c'est cool qu'ils le mettent en avant, mais du coup sur la viande rouge, on suit plutôt sa recommandation. Et moi, ce que j'aime bien, parce que ça n'a pas trop à voir avec ça, mais parce que moi, j'avais fait un TikTok par rapport à ça, et c'est un peu cette idée de masculinisme un peu dominant, dans lequel il faut uniquement manger de la viande, et si on végétalise l'alimentation, on s'écarte un petit peu du mal alpha, et je trouve ça bien qu'un mec aussi musclé aussi fasse un petit peu aussi la propagande, de pas forcément supprimer complètement, mais en tout cas de voir qu'il limite un petit peu sa consommation aussi de viande, c'est toujours intéressant. Ouais, c'est bien, ça permet de réinventer certains codes, voilà, et de se défaire de l'image cliché du mâle alpha dominant. Ouais. Mais maintenant pour les lipides, l'huile d'olive, du coup je mets une cuillère à soupe. Franchement ça sent bon, hein. Je vais juste sortir du coup aussi les compléments pour ce repas. La cuillère à soupe elle déborde. Qui est un antioxydant très puissant. Et le NAC, pareil. Ah oui, c'est ça, c'est le NAC. Un antioxydant qui au final est N-acétylcystéine, précurseur du glutathion, très intéressant. Mais vous voyez qu'il prend quand même énormément de choses. Nous, on questionne un petit peu l'intérêt de prendre toutes ces choses-là, en fait. Et puis là, je pensais recevoir ma commande, là, vous montrer ça, mais même si on est sponsorisé, on peut aussi avoir des petits problèmes de livreur. Donc, parce que ce matin, j'en ai pas parlé, mais du coup, j'avais pas de magnésium. Donc, j'attendais un peu la commande, mais j'avais du coup le magnésium, le bicyglinate, mais celui-là en poudre. Ce qui est cool du coup avec celui-là, c'est que vous pouvez le mettre aussi dans votre boisson intra-training. Parce qu'en ce moment, comme il fait quand même pas mal chaud, vous avez beaucoup transpiré, donc vous déshydratez, il y a beaucoup de sels minéraux qui partent, donc il vous faut du magnésium. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, que ce soit les contractions musculaires, et même les connexions neuronales, bref, le corps c'est 80% d'eau, donc magnésium ça vous aide aussi sur la digestion, sur plein de choses, sur la fatigue. Donc ça c'est vraiment dans le... Magnésium c'est top 3 des compléments alimentaires, hein, clairement. Ouais. C'est le truc à pas négliger. Mais là du coup en poudre, on va se faire ça comme ça va être beaucoup plus simple. Puis là la forme bicyglinate c'est important. C'est une des formes qui est le plus biodisponible, le plus assimilable. Il y a les magnésiums, genre le magnésium marin, si vous voyez ça en pharmacie. C'est vrai. Économisez votre argent. Hein. N'en achetez pas parce que ça s'assimile pas. On va remettre encore les... brièvement, magnésium intra-training, pas forcément, on l'a expliqué, hein, la sudation c'est surtout du sodium. Même si tout ce qu'il a expliqué à propos du magnésium fait consensus en fait, c'est effectivement un minéraux qui entre en compte dans énormément de voies biochimiques
importantes pour la performance, la récupération, la contraction musculaire et toutes ces choses-là. Donc c'est évidemment important d'en avoir. Après, est-ce qu'il faut l'avoir pendant la séance ? Ça, c'est moins sûr. Ouais, d'autant plus qu'on évalue quand même 80, je pense, % de la population française qui est déficitaire en magnésium. Donc ça reste, je pense, un des compléments les plus importants. Et en plus, comme tu l'as dit, les effets sont avérés. Donc foncez. Mais sur tout le reste, on est complètement d'accord avec lui. C'est vrai qu'il choisit la bonne forme à chaque fois. Après, sur le moment de le prendre, ça importe peu. Moi, j'ai tendance à le recommander loin de la consommation de calcium. Donc pour ceux qui ont des grosses consommations de produits laitiers, ça entre un petit peu en concurrence. Donc plutôt l'éloigner de ça. Après, j'ai pas d'autres recommandations à faire par rapport à ça. Tout ce qu'il a dit était OK. Il faut qu'on regarde ce que ça donne du coup niveau calories. Je suis à 4766 calories. Donc franchement, je m'attendais pas à autant, pour de vrai. Et je vois que j'ai bien perdu du poids en étant presque à 5000 cales. Donc c'est que j'ai une bonne activité physique, une bonne dépense et que mon métabolisme tourne vraiment bien. Après, bien sûr, hein, à prendre avec des pincettes, les amis, là, j'ai plus beaucoup de kilos à tomber et je suis à 127 kilos à jeun, de chez Agen le matin, après être passé aux toilettes sans boire, rien et tout, quoi. Donc, je pense à 127 kilos de muscle, quoi. Voilà, à remettre dans son contexte. Je m'attendais pas autant, mais du coup, c'est bien. Pas mal de gens font cette erreur au régime, ils veulent descendre, jusqu'à un moment où, en fait, dans la journée, ils ont juste envie de rien faire. L'entraînement, ils mettent moins lourd. Si on met moins lourd, ça nous demande moins de watts et pour développer ça, donc moins de calories brûlées. Alors que si vous mangez bien, que vous entraînez beaucoup plus dur et que vous mettez plus lourd, c'est quand même un cercle vertueux par rapport à l'inverse, où là, tout va réduire, vous allez être une larve, et il n'y a plus se passer grand-chose. Donc si vous voulez conserver vraiment votre masse... Ça, bon, ça c'est intéressant, du coup ça touche un peu moins à la nutrition directement, mais plus à la dépense énergétique. La muscu... En fait, la muscu, en termes de dépenses énergétiques, c'est tellement peu significatif que mettre lourd ou pas, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Alors après, j'ai pas les études en tête qui permettent de comparer les deux et de justifier ça, mais sérieusement, je pense que ça doit pas être une problématique, quoi. Faut pas mettre plus lourd pour dépenser plus d'énergie. Enfin, c'est pas significatif. Mettre plus lourd, ça répond à des objectifs de performance et de progression, pas de déficit calorique, à mon sens. Et d'autant plus que c'est important de le rappeler aussi, mais le muscle, c'est vrai qu'on a tendance à le vendre comme étant un gros dépenseur d'énergie, mais on remarque que dans les études là, les plus probantes, c'est l'équivalent de 13 kilocalories par kilo. Donc Théo Le Guerrier, il a peut-être une masse musculaire plus importante, mais c'est pas du tout représentatif de la majorité de la population. Donc n'espérez pas non plus avec votre masse musculaire avoir une dépense énergétique vraiment énorme, parce qu'en soi ce sera pas vraiment le cas. Et déjà même prendre 1 ou 2 kilos sur une année, c'est déjà très bien. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, cette vidéo, moi je la trouve quand même... Enfin, je sais pas, je la trouve quand même cool, elle me fait kiffer. Moi, en tout cas, elle me ramène à ma période où je découvrais la muscu et je m'inspirais forcément des meilleurs. Je regardais tout leur contenu pour comprendre leur mode de vie, etc. Je sais pas, toi, si t'avais kiffé quand tu le regardais un peu aussi avant. Ouais, si, moi j'ai bien aimé. Il y a un dernier point aussi que j'ai particulièrement aimé. C'est aussi sur la vision qu'il essaie un petit peu de partager. Parce que là, on remarque que justement, là, son objectif, c'est entre guillemets de sécher, donc de perdre de la masse grasse. Et on voit qu'il a quand même une grosse fréquence de repas. Et c'est vrai que j'entends encore pas mal de gens qui pensent que la meilleure manière aussi de créer un déficit calorique, c'est de réduire drastiquement les repas. Mais c'est vrai qu'on remarque que même dans la recherche, il y avait une étude que j'avais trouvée intéressante qui avait comparé 2 groupes. Et il y avait un groupe qui avait totalement supprimé le pain et l'autre groupe qui l'avait du coup maintenu. Et on remarquait que le groupe qui avait totalement supprimé, il avait justement eu plus de mal. Et il avait eu du coup plus de mal à maintenir justement le déficit sur la durée. Donc c'est vrai que ça remet un petit point important sur ça, c'est que dans la perte de poids, entre guillemets, c'est important aussi de ne pas chercher à diminuer drastiquement, mais vraiment essayer de répartir au mieux les apports nutritionnels tout au long de la journée. Et la fréquence de repas n'est pas
antagonistes à la perte de poids ou au déficit calorique, justement, ça peut être une très bonne stratégie. Et c'est vrai que moi, c'est des stratégies que j'aime pas mal aussi parce que ça permet d'étaler plus facilement aussi les apports, de limiter aussi un petit peu les sensations de faim parce que ça peut être parfois compliqué en fonction du déficit, et il en a parlé aussi. Donc je pense que c'est assez important de remettre du contexte sur ça. Un déficit, c'est pas je supprime tout, c'est essayer juste de diminuer légèrement soit l'apport calorique ou soit augmenter la dépense énergétique. Donc vous avez deux stratégies qui sont relativement viables et sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action. Donc je pense que c'est intéressant de rappeler ça. Et sinon, ouais, sur le principe de la vidéo, je la trouve cool. Puis même le mec qui partage sa mentalité, il est good vibe, il prétend pas forcément vendre des trucs. On sent qu'il a juste envie de partager son quotidien et ses habitudes. Donc sur ce sens-là, ça fait kiffer. Ouais, c'est du bon contenu. Ouais. Mais pour nous, non compétiteurs en bodybuilding, forcément, il faut qu'on réussisse à prendre du recul par rapport à ça. Et de toute façon, à chaque fois, ils le mettent bien en avant, tous ces influenceurs-là dans le fitness. C'est leur diète, ça leur correspond à eux, en termes de plaisir, de besoin, de capacité, d'objectif. Donc, n'essayez pas de reproduire quoi que ce soit que vous avez vu dans cette vidéo-là. C'est une très bonne source d'inspiration pour étendre sa réflexion à d'autres méthodes, d'autres produits qu'on n'a pas envisagés. Pour autant, moi, c'est pas un train de vie que je recommande non plus. Parce que là, il voit vraiment la nourriture comme un outil. Et c'est pas l'image de la nourriture que j'aime cultiver, moi, en tant que professionnel de la nutrition. C'est sûr. Puisque, et même dans le body, on l'observe, mais la nourriture, si on tient compte que de l'aspect énergétique, nutritionnel, c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre et à appliquer. Mais en fait, justement, le problème, c'est qu'il y a un facteur humain et il y a un facteur psychologique, il y a même une dimension sociale à la nourriture qui entre en compte, qui fait que ces choses-là, même si elles amènent des résultats assurément, ne sont pas souhaitables pour quelqu'un dont c'est pas le métier, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il cultive le plaisir en particulier. Il construit ses repas à partir de macros. Macro et micronutrition aussi, même si c'est plus de la macronutrition. Il n'y a qu'à voir la quantité de compléments qu'il prend, hein, et c'est un petit peu la limite de cette approche-là, c'est que il se contente de compléter ses macros et après il va blinder des compléments pour apporter tout ce qui manque. Alors qu'en vrai, quand on construit une diète autour du plaisir et de la variété, de la diversification des produits, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de tous ces compléments-là, en tout cas au niveau vitamines et minéraux. Ouais, c'est sûr. Et puis lui, il construit tout son mode de vie autour de ça, alors que la majorité des gens, c'est plus un moyen aussi, justement, la musculation, c'est un moyen de pouvoir aussi passer du temps en dehors finalement du travail, de pouvoir aussi un petit peu prendre plaisir. Donc il ne faut pas forcément s'enfermer dans ces choses-là. Le but justement, c'est que le sport et la nutrition puissent s'intégrer dans votre quotidien, et pas l'inverse, que ça ne devienne pas non plus une obsession et que ça devienne une partie intégrante et totale de votre quotidien. Ça doit être à chaque fois finalement un mixte des deux, donc c'est important de le rappeler. Voilà pour cette vidéo. Merci Trésor d'avoir participé à ce petit react. J'espère que tu as kiffé, j'espère que vous aussi vous avez kiffé le format. Et merci à Théo de partager toutes ces choses-là, parce qu'en vrai c'est quand même inspirant, hein, la manière dont il travaille, on l'a dit. On soutient quand même tout ce qu'il fait, même si là du coup on s'amuse à rebondir sur certaines de ses habitudes et recommandations pour vous aider, vous, à faire les bons choix, ou en tout cas faire les choix de la manière la plus éclairée possible. Et ça vous aidera à atteindre vos objectifs, et peut-être même à faire les bonnes recommandations autour de vous, parce que chacun influence à sa hauteur, à son échelle, son entourage. Donc essayez de partager la bonne parole autour de la nutrition, et faites-vous plaisir dans votre train de vie, dans votre pratique, dans votre assiette. C'est super important pour tenir sur le long terme et avoir des résultats. On vous dit à la prochaine pour un prochain épisode sur de la science, de la nutrition, de la prépa physique. On verra ce qu'on vous prépare. N'hésitez pas à nous faire des retours sur tout ce qu'on vous propose, et bon courage pour vos entraînements.
Salut les gars. Ouais, salut.